Salam alaikum. Donc, en premier lieu, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement, Monsieur Zidane, là, qui m'a invité. J'ai pas terminé ma phrase. Donc, et Madame qui m'a si agréablement accueilli. Donc, je n'étais pas partant dans votre événement, mais j'ai cette opportunité d'être présent parmi vous. C'est un honneur et c'est un plaisir. Donc, c'est également une opportunité pour parler du Centre technique des industries agroalimentaires, le CTI de Boumerdes, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Ce n'est pas une tare dans la mesure où le centre est de jeunes. L'entrée en activité du centre, disons, effective remonte à 3 années seulement. Le centre technique, donc avant, je voudrais vous donner en 2 mots ce que c'est un centre technique industriel, ce que c'est un CTI. Le CTI, bon, je ne vais pas faire très lent parce qu'on peut dire beaucoup de choses. En un mot, les centres techniques industriels sont l'interface entre 2 mondes. Le monde universitaire de la recherche et du développement et le monde industriel. Donc, dans l'un se trouve, j'allais dire, donc la qualification, la science, la recherche, et dans l'autre monde se trouve également l'expertise et la maîtrise. Ces 2 mondes vivent ensemble, mais en se tournant le dos depuis des années. Les universitaires et l'université se plaignent d'être mis sur la touche, de ne pas être impliqués directement dans la dynamique de développement du pays, la dynamique économique bien entendu, et de l'autre côté, le monde socio-économique qui se plaint de ne pas être appuyé par l'expertise qui se trouve au niveau et la maîtrise qui se trouve au niveau de l'université. Donc, les centres techniques sont venus dans le monde pour justement établir ce pont entre ces 2 mondes. Et c'est la mission du CTIA qui est le premier centre technique de ce genre en Algérie. Donc, c'est un établissement public qui a un statut juridique d'EPIC. Les principales fonctions qui lui ont été assignées par les pouvoirs publics portent notamment sur la formation. C'est un centre de formation dans toutes les disciplines qui touchent à l'agroalimentaire d'une manière ou d'une autre, aux intrants, aux produits finis, ou la matière première, aux produits semi-finis. On fait beaucoup de formations. À ce jour, on a formé pour le compte de beaucoup d'entreprises publiques et privées, pour Coca-Cola, pour Algad, pour Sopco, pour Palmarie, pour Agrodiv, etc. Une autre fonction qui est la fonction analyse. Le centre est doté de 6 grands laboratoires. On est équipé avec un équipement moderne, de pointe, je dirais même, pour beaucoup d'analyses, et on couvre toutes les disciplines. Donc, j'y arrive. Donc, le premier laboratoire, je vais m'étendre un peu sur ça parce que c'est un peu ma carte de visite. Donc, c'est le laboratoire d'analyse microbiologique qui fait toutes les analyses de microbiologie qui peuvent vous intéresser, donc les germes totaux, les levures, les moisissures, les champignons. Donc, nous faisons toutes ces analyses. Il y a le laboratoire de physico-chimie classique, où toutes les analyses courantes que vous connaissez certainement, donc de pH, d'acidité, d'azote, de lipides, etc., nous le faisons. Un autre laboratoire, j'allais dire, de chimie fine, d'analyse chromatographique, spectrophotométrique, spectroscopique. Donc, nous disposons d'une CGMS opérationnelle. Nous disposons de 2 appareils à absorption atomique pour faire tous les contaminants minéraux, donc à four Zeeman ou à four à flamme. Nous disposons de spectrophotomètres performants. Nous disposons d'un calorimètre, d'un équipement conséquent qui permet de couvrir toute la gamme d'analyses que vous pouvez solliciter. Et c'est des équipements, je vous dis, qui sont opérationnels. D'accord? Donc, le laboratoire de chimie fine, donc, il touche à tout. Nous avons un laboratoire de recherche, développement et d'innovation qui est un peu versé vers la texture, la rhéologie, les propriétés physiques, etc., des aliments et des matières premières. Nous disposons d'un laboratoire, bon, ça c'est destiné aux céréaliers, parce qu'on couvre toutes les filières de l'agroalimentaire, et nous avons un laboratoire d'analyse sensorielle. Donc, nous avons mis en marche et qui est également opérationnel. Nous travaillons beaucoup avec les producteurs d'huile d'olive, puisque le centre est en phase d'accréditation par le COI, le Conseil oléicole international.
comme nous sommes également engagés dans une démarche d'accréditation sur la 17025-2017. Et Inch'Allah, si tout va bien, nous serons accrédités d'ici la fin de l'année. Donc, on est très bien avancé. Donc, l'autre laboratoire, donc les 6 laboratoires, j'espère ne pas avoir oublié. D'autres fonctions du centre également, c'est la recherche, développement, innovation. Donc, le centre, donc, le minimum du centre, c'est un ingénieur plus. Donc, ça nous a permis de créer des équipes de recherche qui peuvent prendre à bras le corps beaucoup de problématiques posées et qui peuvent accompagner les opérateurs dans une démarche de développement de produits, de recherche et pourquoi pas d'innovation. Nous faisons de l'assistance technique et du conseil. Nous accompagnons beaucoup de jeunes pour la création de leurs propres projets. Et également, bien sûr, et bien sûr, un travail de veille technologique, normative et réglementaire. Donc, les fonctions Hadouma, c'est les principales fonctions du centre. Et je dirais, bon, le centre, bien sûr, parce que c'est un point important, a un statut d'EPIC, donc il est autofinancé, je l'ai dit, nous ne recevons aucune subvention de l'État, nous fonctionnons sur nos propres recettes, donc les analyses ne sont pas gratuites, elles sont payantes, mais nous ne sommes pas un centre à but lucratif. Nous ne cherchons pas à faire un chiffre d'affaires ou à faire du profit pour le profit. Notre but, puisque c'est la mission cardinale du centre, c'est d'accompagner, d'appuyer la petite et moyenne entreprise pour leur épanouissement, l'amélioration de la compétitivité sur le marché, l'amélioration de leur système de gestion et de leur performance. Donc, c'est un peu notre mission d'une manière générale. Le centre est situé à Boumerdes. Vous êtes cordialement invités à tout moment. Les gens organisent des portes ouvertes. On est ouvert à longueur d'année. Les gens, il sera reçu, accueilli, on va lui présenter ce dont le centre peut apporter pour l'ensemble des opérateurs. Je ne veux pas être lent. S'il y a des interrogations, des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si les opérateurs, ils ont des questions, السلام عليكم. على كل حال انا فرحانين بزاف بلا فيني تاعك، يعطيك الصحه اللي جيت يعني. ميرسي ا مسيو زيدان ثاني اللي voilà. Très bien, donc c'est un grand plus pour l'Algérie. Inch'Allah, j'espère que on va collaborer très très prochainement, Inch'Allah. Merci. déprogrammés, voilà. C'est maintenant quand vous étiez en train de la rendre, ça m'est revenu. Je ne sais pas si Véronique a un commentaire à faire par rapport à... Commentaire, je suis ravie que le CTI existe, tout comme le CRAPC, parce que je pense que ce sont des outils qui sont extrêmement précieux et importants pour le développement de cette bioéconomie que l'on mentionnait hier particulièrement. Si peut-être une question au niveau des accréditations que vous avez au niveau de vos différents labos. Est-ce que vous travaillez sur une reconnaissance internationale des accréditations que vous utilisez? Et si oui, lesquelles? Non, de poser pour même vous pouvez répondre. Je vous remercie, madame. Effectivement, nous sommes en voie d'accréditation sur les référentiels ISO-CI 17025 par Algérac, qui est l'organisme algérien d'accréditation. Nous sommes, alhamdoulilah, assez avancés sur cette phase et même j'ai pris le courage donc mes deux mains pour donner une date. Donc, d'ici la fin de l'année, on sera accrédité 17025, donc une reconnaissance à l'international. Et en parallèle, puisqu'on ne fait pas que, ici, c'est un peu les plantes, les palmes aromatiques et médicinales, mais on touche d'autres filières. On est en cours d'accréditation par le COI, le Conseil oléicole international,
par rapport également pour être un laboratoire de référence pour le COI en Algérie. D'accord. Et j'ai une autre question aussi pour vous, monsieur. Vous parliez d'une assistance technique et de conseil aux TPE-PME. Donc, je comprends que le centre est quand même assez jeune, puisque vous avez 3 ans de ce que j'ai entendu. Activité effective, pour être précis. Oui, d'activité effective, Voilà. je note. Donc, vous avez déjà l'expérience de cet accompagnement à l'innovation pour les TPE-PME. Oui. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel mode de gouvernance vous avez mis en place pour cet accompagnement. Parce que vous parliez de cet autofinancement qui me semble très intéressant. Est-ce que lorsque vous accompagnez pour une recherche, un développement particulier, vous demandez après à la TPE ou PME de vous rétribuer sur quelque chose? Est-ce que vous vous faites payer en prestation de service? Comment fonctionne cette gouvernance de développement à façon? Oui, donc pour le centre, les centres de financement sont 2. Donc nous avons 2 sources de financement. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle chez nous les suggestions de services publics. D'accord? Donc chaque année, le CTIA, le centre établit un cahier de charge de suggestions de services publics au profit des institutions de l'État. Donc, c'est des enquêtes, c'est des notes de conjoncture, c'est des études, etc., qui sont financées par l'État. Et nous faisons également la prestation de services. Mais par rapport à la TPE et la petite et la PME, donc, nous avons un autre objectif. Ce n'est pas uniquement donc, de l'argent, mais c'est surtout d'accompagner des projets novateurs. Donc, nous nous rencontrons, si vous voulez, le promoteur, nous discutons de son projet, nous lui détaillons un peu toutes les facettes du projet, où est-ce qu'il va aller, si c'est lourd comme investissement, si c'est léger pour qu'il puisse supporter lui-même le financement ou se faire accompagner par des organismes débiteurs, les banques ou autres. Et là, nous fixons le planning de travail et la part que le CTIA apporter en tant qu'organisme donc, qui va abriter le projet et l'apport que devra faire le porteur du projet. Donc, on trouve un équilibre. On n'a jamais fixé des prix fixes. C'est par rapport à l'importance de la thématique, par rapport aux capacités financières du demandeur et par rapport à la conjoncture économique globale du pays. Nous avons pu, à titre d'exemple, nous avons accompagné un opérateur qui a développé un vinaigre bio. Nous avons accompagné un opérateur, le projet est en cours pour le développement de thé soluble. Et nous avons accompagné d'autres projets où c'est une entente qu'on développe avec nos partenaires de façon à ce que chacun trouve ses comptes. Mais par rapport aux sources de financement du centre, je vous ai dit, c'est les suggestions de services publics auprès des institutions de l'État et c'est les prestations qu'on effectue. Et pour aller à l'attention de notre aimable assistance, les prix qui sont appliqués par le CTIA restent de loin les plus compétitifs du marché. Parce que nous, on n'est pas, j'allais dire, foncé dans une logique de gain ou de profit. Le but essentiel du centre, c'est d'accompagner, d'appuyer la petite et moyenne entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'industrie de manière générale. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, j'en ai une dernière, j'en aurai d'autres, mais bon, je ne veux pas non plus qu'on monopolise toute la discussion. Moi aussi, je ne veux pas monopoliser la parole. Au niveau de vos équipements, est-ce que vous avez aussi de quoi faire des pilotes industriels ou à quel stade vous arrêtez-vous? Est-ce que c'est au stade labo ou est-ce que vous avez des petites productions? Très bien. Dans le plan de développement du centre, au départ, on était parti sur 6 laboratoires plus une halle technologique, justement pour les essais pilotes et la production de pré-séries. Bon, faute de financement, on n'a pas réalisé la halle technologique. Donc, mais l'étude de faisabilité est achevée, le business plan est réalisé, tout est présent. Nous sommes en attente d'un financement, que ce soit
de la part des autorités donc du Trésor public ou bien d'un projet, d'une opportunité de projet de coopération qui peut s'offrir. Mais actuellement, nous sommes inscrits, et pour l'information, sur un programme de GIZ pour réaliser une unité pilote, mais pour la production d'arômes et de colorants alimentaires. Le projet est finalisé, l'appel d'offres du marché a été lancé, et donc l'étude de faisabilité, l'étude de faisabilité technique a été réalisée, et nous sommes donc on attend des résultats de marché pour installer une unité pilote de production de colorants et d'arômes alimentaires. Donc nous pouvons le faire, puisque nous allons le faire dans ce cadre. Si des opportunités s'offrent au centre, nous disposons des compétences et, j'allais dire, avec modestie, de la maîtrise pour mener des projets pilotes. D'accord. Donc, j'espère que ce projet de l'APA sera une opportunité pour nous de développer quelque chose en ce sens. Inch'Allah. Voilà. Mais il me semble que certaines de vos activités relèvent déjà de l'APA. Oui. Ben, je l'ai aussi constaté, madame, et je m'en réjouis. Voilà. Je voyais que M. Bouchakor était aussi en train de noter. Je pense que si vous avez aussi des questionnements ou bien par rapport aux appuis dont on a parlé hier. Merci. Merci pour votre présentation. Je pense que nous aurons à travailler ensemble après cet atelier pour, à travers votre expérience, recenser les prestations ou votre approche sur les besoins des opérateurs, aussi bien en termes d'information, de formation, de conseils et d'assistance et tout type de prestations que vous avez eu l'occasion ou que vous pressentez pour le futur dans une perspective APA, parce qu'en fait, nous n'y sommes pas encore. Donc, si vous voulez, on va pas aborder la question des types de formation, des types d'informations. C'est des séances de travail que nous pourrons tenir après cet atelier. C'est parfait. C'est parfait. Des fois, à fixer des échéances, à fixer des rendez-vous, à discuter, mais je préfère construire une sorte de table et qu'on a réfléchi. On prend rendez-vous pendant la pause café. Merci, merci beaucoup. Voilà Merci. qui est fait. Alors, juste pour revenir à ce qui nous préoccupe pour cette matinée, c'est par rapport aux services d'appui qui peuvent être apportés par le partage des avantages. Donc, bon, c'est vrai que M. Bouchakor avait énuméré une série de services d'appui. Ils ne sont pas tous du ressort de APA. Lui, il est plus dans une vision assez globale et donc pour arriver vraiment à affiner. Donc, il est important d'aller d'une vision globale pour définir tous les besoins possibles et ensuite affiner pour ce qui concerne le projet. Donc, il a présenté un certain nombre de services d'appui qui sont nécessaires. Il y a des choses qui sont du ressort de APA, d'autres choses qui ne le sont pas, mais il était nécessaire de tous les lister parce qu'il faut avoir une vision globale. Maintenant, pour revenir, hier, on a justement défini deux aspects. Je pense déjà, si on arrive à mettre en place ces deux choses, on va avancer. Donc, la première des choses, c'était cette histoire d'analyse. Moi, ce que j'aimerais, parce qu'hier, il y a eu des échanges par rapport à ces histoires d'analyse entre les producteurs d'huile essentielle et d'extraits de plantes et par rapport à l'industrie et aux besoins, par exemple, spécifiques de l'industrie pharma qui souhaiterait travailler sur des ressources naturelles, mais qui ne trouvent pas les conditions qu'il faut
pour pouvoir acheter localement au lieu d'importer. Alors que bon, on a aussi des opérateurs qui exportent. Et donc, c'est quand même un peu déroutant de savoir qu'il y a possibilité d'exporter, mais qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser. Donc, j'aimerais qu'on éclaircisse ce point pour voir où est vraiment la problématique réelle et comment on pourrait régler ça. Donc, hier, on a identifié déjà le fait qu'il faudrait qu'il y ait un segment ou un secteur, un chaînon manquant qui est le chaînon ingrédient. Mais par rapport, après, en discutant aussi avec les opérateurs, notamment des huiles essentielles, même si, monsieur, nous, on ne travaille pas uniquement sur les pommes, mais sur toutes les ressources génétiques, il se trouve qu'actuellement, ce qui est le plus dynamique, c'est les huiles essentielles et c'est les pommes. Mais bon, ceci dit, il y a aussi avec nous l'agroalimentaire, il y a le pharma, le cosmétique qu'on a avec nous. Un opérateur qui a innové en utilisant de l'huile, en valorisant le noyau de date. Donc, il y a un travail qui est fait. Ah oui, à Rome d'Algérie. À Rome d'Algérie. On aurait aimé l'avoir avec nous. Oui, je l'ai croisé. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, moi, j'aimerais vous entendre sur vos problèmes par rapport à ces histoires d'analyse. Les problèmes concrets. Quels sont les types d'analyses que vous ne trouvez pas en Algérie ou vous devez aller ailleurs? Quels sont par exemple, peut-être par rapport au coût des fois ou par rapport au délai? Donc, moi, j'aimerais savoir quels sont réellement les problèmes qui existent pour pouvoir voir comment travailler avec nos amis des laboratoires pour améliorer les services. Je vais essayer de plus ou moins résumer, mais surtout de cibler un peu le maillon manquant. En fait, ce qui manque, ce n'est pas l'analyse, c'est la fiabilité de l'analyse. C'est ça le lapsus. On a des équipements, on a des appareils pour faire tout ce qui est analytique. Sauf qu'on n'a pas avec la certitude que l'opérateur cherche, de façon à ce que quand on lui remet une analyse, on lui remet une certitude que cette analyse est fiable. La certitude est une norme. Et donc, chaque analyse qui doit être faite dans un laboratoire X doit être faite avec une norme, ISO quelque chose, qui certifie indirectement que cette analyse est fiable. Et une personne derrière, avec un bagage, une connaissance, un passé, qui atteste avec son nom, avec son expérience, que ce qui est apporté avec la norme apportée est fiable. Et donc, c'est un peu la chose qui manque et qu'il faudra construire à fur et à mesure. Maintenant, sur l'aspect analytique, si je parle exemple des industriels des huiles essentielles. En huile essentielle, il y a deux types d'analyse. Il y a tout ce qui est analyse physico-chimique, donc tout ce qu'on dit, densité, les indices, les dosages. Donc ça, c'est plus des analyses de contrôle qualité. Ça veut dire, on atteste que la qualité de l'huile est en norme. Ça aussi, ça se fait suivant des normes ISO. Et l'autre partie, alors ça, on peut le faire en Algérie, sauf qu'on n'a pas des laboratoires qui le font avec des normes. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est que le laboratoire ou les laboratoires qui vont faire ces analyses-là doivent se faire accréditer pour donner la norme X. Et c'est toujours des normes ISO. Donc, c'est des normes qui sont reconnues à l'international. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie qui est encore plus importante, c'est l'analyse fine. C'est-à-dire, je veux connaître la composition de ce que j'ai. Et donc, c'est les analyses chromatographiques, la chimie fine.
Donc, ces analyses-là se font pareil avec des référentiels, donc chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, avec un référentiel ISO. Ça veut dire, nous, autant qu'universitaires ou autant qu'au centre, on a un appareil, on peut faire j'ai la GC masse, je peux faire la composition. Sauf que cette composition n'est pas fiable pour le marché. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas faite suivant une norme. Malgré qu'elle est fiable à 100%. Celui qui l'a fait est une compétence, l'analyse est correcte, il n'y a rien à dire, mais du moment où elle n'est pas attachée à une norme, elle n'a pas de crédibilité sur le marché. Et donc, c'est un peu ce qui manque. Et ce qu'il faudra faire, et ce qu'on essayera de faire, que ce soit dans l'APA ou en dehors du APA. Donc, sur ces compositions, donc, on veut connaître la composition détaillée, c'est très simple, chromatographie. Donc, pour ce qui est fraction volatile, on va vers la chromatographie gaz. Pour ce qui est des extraits lourds, on va vers la chromatographie liquide, à chaque fois avec le couplage spectrométrique. Donc, ça, c'est une partie. Maintenant, on a le troisième segment qui est encore plus important. On a le contrôle qualité, on a la composition. Maintenant, on veut être compétitif. Il nous faut quelque chose en plus. Ce quelque chose, pour eux, c'est le bio. Donc, c'est quelque chose qui fait vendre. J'atteste que mon produit est bio. C'est quoi le bio? C'est des analyses. Alors, c'est des analyses chromatographiques, l'analyse pesticides, métaux lourds, les contaminants. Donc ça, mais ça se fait suivant des normes. Donc, les normes, c'est une chose. Et l'autre chose là où il y a de l'investissement à faire pour les laboratoires et pour les centres, c'est les banques de données. Quand j'atteste que je travaille suivant la norme ISO, quelque chose pour l'analyse pesticide, je dois avoir la banque qui référencie les 300 et quelques pesticides utilisés dans l'industrie dans l'industrie de l'agriculture, enfin dans l'agriculture. Et donc, il suffit que un de ces pesticides me manque, je ne peux pas être en norme. Et donc, en réalité, avant même de commencer, je dois acheter la norme. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la norme existe et on peut l'acheter, sauf que ça coûte de l'argent. Et pour un laboratoire, s'il s'amuse à acheter toutes les normes, c'est un très gros investissement. Et donc, il doit le rentabiliser. Comment? Je pense que ce genre de rencontre, c'est idéal pour dire, voilà, si on se met suivant ces normes-là, on peut garantir un certain nombre d'analyses. Ça, c'est les opérateurs entre eux qui se mettent d'accord avec un centre, un laboratoire, pour lui donner cette garantie qu'il aura un retour sur investissement, parce que c'est des gros investissements à faire. Et à fur et à mesure, on construit, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, du jour au lendemain, je construis tout ça. Non, on le construit dans le temps. On commence avec ce qui est demandé. Donc, vous avez donné l'exemple de l'huile d'olive. Vous êtes en train de construire parce qu'il y a de la demande sur l'huile d'olive. Demain, il faudra peut-être construire sur les huiles végétales, sachant que c'est plus ou moins la même chose en termes normes. Après, ça diffère uniquement sur tout ce qui est analyse sensorielle. Mais déjà, je me réjouis qu'on a un laboratoire en Algérie qui pourra faire la norme sensorielle. Parce que du moment où vous allez vous faire accréditer par le COI, vous aurez l'accréditation pour l'analyse sensorielle. Et ça, c'est très important. Et donc, pour les huiles végétales, vous allez avoir ça, je dirais même automatiquement. Parce que s'accréditer pour l'huile d'olive donnera la possibilité de le faire pour toutes les huiles végétales. Après, il faudra le faire pour les huiles essentielles. Et après, il faudra construire petit à petit parce qu'on a tendance à se focaliser sur les huiles essentielles et les huiles végétales. Moi, j'aime dire les extraits de plantes, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là. Il y a tout le reste. Et tout le reste est tout aussi important que ces deux-là. Donc, c'est des extraits de plantes. Chaque extrait a sa richesse, a sa particularité. Et donc, il faut construire à fur et à mesure ces normes. Alors, le plus dur est fait. On a l'équipement. Et l'équipement est standardisé. Il peut faire toutes ces analyses. Du moment où on a la chromatographie liquide, la chromatographie gaz, le CRAP-C à la RMN pour compléter. Je ne sais pas si vous avez de la RMN.
Donc, et c'est là où rentre aussi cette force de travailler en groupe. Ce que j'ai pas, je le sous-traite avec quelqu'un qui est à côté, dont j'ai la certitude qu'il a et qui peut le faire pareil en ordre. Et donc, on va essayer de construire une batterie de tout ce qui est équipement analytique qui va nous permettre demain d'aller vers la norme. Parce que en réalité, c'est ce qui nous manque. On a vu l'exemple de l'ingrédient. Alors, pour passer de la substance naturelle, la matière première, à l'ingrédient, souvent, donc c'est une petite modification. Parfois, il n'y a même pas de modification, c'est surtout de la paperasse. Et ce qu'on est en train de faire, les normes, c'est de la paperasse. Je me justifie que je suis fiable sur telle analyse, c'est tout. Et donc, on peut essayer de travailler sur certains produits naturels et les déclarer directement comme ingrédients. Ce qu'il faudra faire, c'est toute la batterie de paperasse d'analyse qu'il y a derrière. Donc, pour résumer, pour ceux qui font en ce moment je parle huile essentielle, huile végétale, parce que c'était un peu ce qui a été demandé. Pour les huiles végétales, c'est les indices d'acide, la viscosité, l'indice de peroxyde, la densité. C'est des trucs très, très simples. Mais ce n'est pas là le plus dur. C'est qu'il faut associer à chaque analyse une norme. Et pour l'avoir, cette norme, pour que je puisse l'écrire, je dois être accrédité. Et donc, je dois me faire accréditer pour chaque norme. Donc, ça, c'est pour le côté physico-chimique. Après, c'est la composition, tout ce qui est chromatographie. Après, tout ce qui est qualité. Donc, je rentre dans l'analyse pesticides, métaux lourds et tout ça. Et sur ce que vous avez rapporté, on a tous les équipements qu'il faut pour le faire. Tout. Maintenant, il faut juste se mettre en ordre. On réfléchira ensemble comment on peut mettre en place un plan d'action pour y arriver. Pas forcément dans le APA, hein, mais on peut construire ça ensemble. Voilà, c'était pour résumer un peu. Je vais intervenir. Je vous remercie. Donc, باش ما نعقدوش الامور بالنسبه nos amis opérateurs, باش ما ندخلوش dans un débat scientifique poussé, l'accréditation c'est pas la norme. D'accord? L'accréditation, c'est une autorisation que vous donnent des organismes internationaux, les pairs, باش يقول لك باللي راك تخدم selon, voilà, vous êtes apte à faire telle analyse et votre analyse est reconnue وين تروح. Lorsque le laboratoire est accrédité, تدي l'analyse غدوة سيتيا ولا كرابسي ولا notre labo تديها تحطها في المارشي argentin ولا المارشي sud-africain ولا المارشي canadien, elle doit être reconnue. Elle a cette force de loi, je dirais. Maintenant, pour être accrédité, bien sûr, on travaille avec des normes, c'est clair. Toute analyse se fait selon une norme. Il n'y a pas d'analyse on respecte tous des normes. Il y a l'ISO, bien sûr, qui est l'Organisation internationale de normalisation, mais en Algérie, on a l'organisme algérien de normalisation qui est l'IANOR. Et on a beaucoup de normes algériennes qui sont reconnues parce que c'est des comités techniques qui travaillent à l'international. Donc là où on a nos normes, c'est bon. Là où on n'a pas de normes, on travaille avec l'international. Et l'accréditation, c'est des procédures. Ce n'est pas des normes, c'est des procédures. Parce que vous pouvez travailler selon la norme, mais le contexte global n'est pas respecté. Donc, on va aller de la procédure depuis la réception de l'échantillon, la classification de l'échantillon, le personnel, la qualification du personnel, la méthode, la norme que vous utilisez. Et quand vous êtes accrédité, la norme, elle est écrite sur le dossier. Bien sûr, c'est le référentiel, exactement. C'est un tout. Et dans l'accréditation, croyez-moi, ce n'est pas l'analyse c'est le côté le plus simple, c'est le côté procédure. On ne fait, donc ça fait plus de 8 mois, on est uniquement dans un travail documentaire, de procédure. Le personnel, l'hygiène, la réception des échantillons, le stockage des échantillons, le prélèvement, l'échantillonnage, tout ça, c'est un tout qui fait que lorsque vous satisfait
à ce genre d'exigences, parce qu'on appelle ça des exigences, et vous avez des procédures. Quand on vient pour l'accréditation, atteignez la procédure réception. Comment vous faites? Comment je prélève? Qu'est-ce qui prélève? Et dans l'accréditation actuellement, la nouvelle version, tout ça, c'est bien et c'est nécessaire. On axe sur 2 critères, c'est l'impartialité et la confidentialité. Votre analyse doit être impartiale. Elle ne doit tenir compte d'aucun autre critère. Elle indique la première chose quand vous recevez, quand nous recevons au niveau du site, il y a une analyse, c'est l'anonymat. Et l'anonymat est fait par un service commercial. L'échantillon est là, anonyme le laboratoire. C'est un code. Le laborantin, l'ingénieur, il analyse un échantillon. Et on fait beaucoup de tests. Le résultat il est transmis d'une manière anonyme. Il est validé bien sûr par le labo, par la direction générale. Le commercial livre un bulletin. Maintenant, ce qui se fait sur le marché, il y a beaucoup de laboratoires qui délivrent des bulletins et par méconnaissance, ils disent bulletins de conformité, ce qui est faux. Ce ne sont pas des bulletins de conformité, c'est des bulletins d'analyse. Parce que quand on dit bulletin de conformité, cela sous-entend que vous avez fait toute la batterie de tests. Analyser le pH ou l'acidité ou le Brix. Ça me suffit comme information. Je lui délivre un bulletin d'analyse. Mais je veux exporter mon produit. Ah là, monsieur, ça ne va rien vous faire. Il faut faire un bulletin de conformité tel que l'exige la réglementation nationale ou la réglementation du marché que vous destinez. Quand vous voulez l'envoyer au Canada, ce qui s'exige au Canada. Je vous le fais, oui, bien sûr, parce que si vous ne faites pas ça, il ne sera pas accepté. Le bulletin de conformité reconnu, il faut que je sois accrédité, que j'ai la reconnaissance internationale. Ce laboratoire est reconnu en tant que tel dans son pays, il est reconnu par ses pairs à l'international, donc c'est bon. Sinon, on peut faire beau. Elle a dit que c'est la différence que soulevait Madame tout à l'heure entre les laboratoires universitaires et les laboratoires autres, je dirais de référence. Au niveau de l'université, on fait beaucoup d'analyses et les résultats, c'est très bon. Moi, je suis issu de l'université, je connais très bien. Mais le bulletin, il n'a pas. Exactement. Et il n'est pas opposable parce que l'université, à côté, même dans l'accréditation, il y a l'énergie, l'électricité, l'eau, le fioul, les liquides, etc. Tout ça, c'est un travail fastidieux, mais une fois que vous l'avez, vous avez fait un très grand pas. Ça fait pratiquement une année qu'on est uniquement sur les procédures. Nous avons les tests interlaboratoires. Voilà, donc c'est pour lever un petit peu. Maintenant, pour une structure, parce que madame a posé une question importante, c'est le prix. C'est normal, vous êtes des industriels, vous avez des investissements, il faut rentrer dans vos comptes. On est à la limite, on a 2 casquettes. On est un peu chercheur, développeur, etc., mais on est également gestionnaire. On a des boîtes à faire fonctionner, on a des charges, on a un personnel, etc. Donc, quand on voit, parce que monsieur Zidane et d'autres l'ont parlé, c'est vrai, le comparatif des prix est un peu lourd. Je m'excuse, madame, je vais abuser d'une minute de plus. Merci. Donc, il dit une analyse, un bilan complet pour 100 €, là, 180 €, et il dit l'adna, ça va lui coûter 200 000 dinars. C'est très cher. Comment je vais le faire ailleurs? Bon, on fait appel un peu à la logique économique et à la logique de militantisme, je dirais. Même pas au même prix, monsieur Zidane, mais pas d'une manière exorbitante. Pour atténuer les charges et faire baisser le prix, moi je préfère et Juni, les opérateurs en groupe, et on est une trentaine. Et on vous assure une vingtaine d'analyses, mais tous les mois ou là, tous les semestres. Là. Ça, c'est bon, ça m'arrange. Parce que là, quand je fais démarrer une machine, il y a une gamme étalon, il y a un ingénieur, il y a toute une logistique à mettre en marche. Si j'analyse 20 échantillons, mais si j'ai des commandes
bien organisé, bien ciblé, le prix va être automatiquement, ça va se répercuter automatiquement sur le prix à la baisse. Donc, elle a dit que j'ai invité M. Zidane, j'ai invité M. Boucharo, je vous invite tous à venir pour discuter des modalités pratiques à mettre en œuvre pour aller directement vers, j'allais dire, on va faire une convention cadre dans ce sens et tout sera discuté dans l'intérêt, je dirais, mutuellement bénéfique. Voilà, et je vous remercie. Très bien, merci. Bon, pour aller... Oui, madame... Oui, docteur Meral. Merci, madame. Bon, ben, je pense que ce genre de réunion est vraiment très bénéfique parce qu'on apprend justement l'existence. Là, on n'a jamais entendu parler de ce CTI. C'était un rêve. Je vais vous dire, monsieur, c'était un long rêve du pharmaceutique. Parce que ce que l'on voulait créer il y a déjà quelques années, c'est ce genre de centre que vous venez de créer. Parce que c'est vrai qu'un CTI est très important dans un domaine donné. Alors, pour le pharmaceutique, faire un CTI, c'était justement la formation, l'accompagnement, le développement pour une discipline donnée. Et vous l'avez fait et vraiment, on vous félicite et on viendra vous rendre visite parce que c'est très important pour nous, domaine pharmaceutique, et il faut que vous fassiez connaître, je ne sais pas si l'industrie pharma est là, mais il faut qu'ils sachent que ce type de laboratoire existe. Alors, entre deux laboratoires,